Willy Johans a 74 ans et il a bien l'intention de garder l'esprit vif et alerte le plus longtemps possible. Sa botte secrète, la musique. Elle développerait certaines facultés cognitives et stimulerait notre cerveau. À Harvard, une étude a été menée pendant plusieurs années sur des enfants apprenant à jouer d'un instrument et s'exerçant tous les jours. La régularité est importante. C'est la condition pour établir des connexions durables entre les neurones. Les enfants ont l'avantage d'apprendre vite. Leur cerveau est extrêmement plastique et malléable. Il comporte autant de neurones que celui d'un adulte. Ils sont reliés, émettent et reçoivent les impulsions de la même façon. Mais chez l'enfant, les connexions, les synapses, se forment plus facilement que chez l'adulte et en très grand nombre. Les synapses utilisées dans l'étude d'un instrument, par exemple, sont consolidées, tandis que d'autres, moins sollicitées, disparaissent au fur et à mesure. Seuls les enfants peuvent produire aussi rapidement des réseaux de connexion pour certains apprentissages. Lors de ce test, ce garçon doit dire si les deux mélodies sont identiques ou différentes. Un exercice facile pour lui, car la pratique de l'instrument a aussi développé son oreille. Le même test est ensuite répété sous IRM. Les aires cérébrales activées sont mises en évidence. En haut, le cerveau d'un enfant qui fait de la musique. En bas, celui d'un enfant qui n'en fait pas. Dans le cerveau du musicien, les zones actives sont plus étendues. La musique favorise également l'expression orale, c'est prouvé scientifiquement. Les enfants ont aussi une perception plus rapide des schémas visuels. S'ils lisaient chaque note séparément, le résultat ne serait pas musical. À l'université de Zurich, des chercheurs veulent aussi savoir si la musique rend plus intelligent. Et si elle facilite l'apprentissage des langues étrangères, par exemple. La compréhension acoustique des langues étrangères est un phénomène essentiellement auditif. Il faut saisir les informations pertinentes dans le flux verbal de la langue étrangère. Et nous savons que les enfants qui font de la musique et ont une oreille bien exercée savent mieux identifier et analyser le flux sonore d'une langue étrangère. Faire de la musique développe donc les capacités intellectuelles, mais à condition de jouer régulièrement. Quand on commence jeune, les modifications cérébrales perdurent même toute la vie. Et quand on débute seulement à l'âge adulte. Avec les années, les cellules s'altèrent, mais le cerveau reste capable d'apprendre. Un cerveau sain demeure malléable toute la vie. Des adultes de 40 à 70 ans, ne connaissant pas la musique, suivent des cours de piano pendant 1 an, en s'efforçant de pratiquer tous les jours. Les chercheurs mesurent régulièrement l'activité électrique de leur cerveau et comparent les résultats. Hypothèse, la pratique quotidienne va solliciter davantage les zones cérébrales de l'audition et de la motricité. Si ces zones réagissent au stimulus, l'activité électrique va le montrer. Les résultats sont surprenants. Au bout de seulement 2 mois, des changements sont déjà visibles sur les électroencéphalogrammes. Même chez l'adulte, le cerveau réagit vite à la nouveauté. Bonne nouvelle pour Willy Johans. Chanter et jouer de la musique régulièrement entretient la souplesse des neurones. Une vraie cure de jouvence.
Un final inattendu. Un final en mineur. Nous sommes à l'école supérieure de musique, de théâtre et des médias de Hanovre, en compagnie d'un expert en refrain entêtant, qui n'hésite pas à s'infiltrer lui-même dans les cerveaux, Eckhart Altenmüller. Pourquoi le cerveau réagit-il de cette façon? Pourquoi notre jukebox intérieur choisit-il malgré nous telle chanson en particulier qui ne nous plaît pas spécialement en plus? C'est un air enregistré dans le cortex auditif, mémorisé de manière involontaire. Le cortex auditif qui nous a permis d'entendre une chanson et qui l'a enregistrée a la capacité de se rallumer spontanément et de nous rejouer cette chanson. Et en nous la faisant écouter, il la réenregistre à nouveau. C'est une boucle sans fin. Comme une sorte d'écho intérieur. Oui, un écho intérieur, une boucle sans fin. Il y a des mélodies qui s'y prêtent mieux que d'autres? Des airs simples, faciles à retenir? Oui, des airs faciles à chanter, avec un rythme pas trop compliqué. Et en général, ce sont des airs qu'on n'aime pas particulièrement, souvent très banals. L'autre jour, j'avais la cucaracha. On peut le voir dans le cerveau? Si jamais mon ours qui danse me retombe dessus? Oui, on peut faire un électroencéphalogramme pendant que vous entendez l'ours qui danse. On peut même essayer tout de suite si vous voulez. Ah oui, Je crains le pire, mais d'accord. je veux absolument le voir. Allons-y. Tais-toi, stop. Nous allons donc tenter de débusquer cet ours qui danse dans mon cerveau. Les électrodes réparties sur ma tête vont mesurer l'activité électrique des différentes zones cérébrales. Dans un premier temps, j'écoute la chanson diffusée par les haut-parleurs. Et ensuite, je la laisse tourner en boucle dans ma tête comme à son habitude. Avec les données enregistrées, le docteur Altenmüller va tracer des sortes de cartes de mon activité cérébrale. Ici, nous sommes au début de la chanson et on voit que les deux lobes temporaux et frontaux sont activés. L'écoute de la musique active à la fois l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Et ici, quand vous écoutez la chanson, vous êtes également très attentif aux paroles. C'est pourquoi la partie gauche est plus active que la partie droite. Et maintenant, regardons ce qui se passe quand la chanson résonne uniquement dans votre tête, quand nous avons arrêté la musique. C'est pratiquement pareil. La seule différence, c'est que le centre de l'activité est passé de la moitié gauche à la partie supérieure du lobe frontal et du lobe temporal droit. Quand on imagine une musique, c'est comme si on la diffusait vraiment. Dans cet hôpital de Munich, on mise sur d'autres méthodes. Le chant agit aussi sur le cerveau. Il produit davantage d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Son effet, les patients se sentent bien ensemble et ils ont le moral au beau fixe. Karim Merzoug, spécialiste de la douleur, pense également que le chant peut parfois remplacer les antalgiques. Le but est de libérer le système nerveux central de la douleur. Et le chant est un outil fantastique. Les patients oublient tout. Et plus l'expérience est renouvelée, plus on parvient à estomper la mémoire de la douleur. Soigner par le chant est une idée de Wolfgang Bossinger, lui-même musicothérapeute. Il y a 3 ans, il a créé le réseau des hôpitaux chantants, auquel participent aujourd'hui plus de 40 établissements et cabinets à travers l'Allemagne. Mais l'intérêt du chant ne se limite pas aux hôpitaux. Il renforce le système immunitaire en général. La salive des personnes qui chantent contient plus d'anticorps que celle des personnes qui ne chantent pas. Des anticorps qui se fixent sur les microbes et les empêchent de pénétrer dans les cellules. Nous fabriquons davantage d'immunoglobuline A, un anticorps qui combat les germes. On peut donc dire que le chant protège des infections. Il renforce aussi le système cardiovasculaire. Et il agit surtout sur le psychisme. Il porte vers la bonne humeur, la gaieté, le bien-être.